Salut les gars, c'est Daikel et bienvenue dans ce troisième épisode de Taskill. Aujourd'hui on va parler de Deadly Premonition, un jeu un petit peu particulier, puisqu'il détient le record des notes les plus divisées administrées par la presse jeux vidéo. Elles allaient de 0 à 10 sur 10, et on va voir comment ce jeu, qui avait tout pour échouer, se révèle pour moi un des meilleurs de la génération PS360. Donc Deadly Premonition est un survival horror sorti en 2010 sur Xbox 360, puis en 2013 sur PC et PS3 dans une version Director's Cut. Le jeu nous met dans la peau de Francis York Morgan, un agent du FBI avec la particularité d'avoir un ami imaginaire du nom de Zach. Il se rend dans la petite ville de Greenvale afin d'enquêter sur le meurtre d'une lycéenne perpétré par un tueur en série surnommé le Raincoat Killer. Bon, et puis les tueurs en série dans les jeux vidéo, c'est un petit peu comme les manifestants, les plus dangereux, c'est ceux qui portent des capuches. En termes de gameplay, le jeu se divise en deux phases, les phases d'exploration en monde ouvert et les phases d'action sur lesquelles on reviendra plus tard. L'enquête s'étale sur plusieurs jours et vous avez des rendez-vous à certains horaires, mais le reste du temps, vous pouvez vaguer à vos occupations. Vous pouvez très bien rendre visite aux habitants de la ville ou les épier à travers leurs fenêtres, chaque PNJ possédant un emploi du temps propre. Comme dans la plupart des jeux de ce style, vous avez aussi accès à des missions annexes à l'intérêt variable qui vous permettront de débloquer des items, mais surtout d'en apprendre un peu plus sur les habitants de Greenvale. A noter que le temps s'écoule assez lentement, une heure de jeu correspond à peu près à 20 minutes de la vraie vie. Et comme dans tous les jeux de ce type, vous avez aussi certaines features qui sont à but purement immersif. Évidemment, il faudra veiller sur les incontournables jauges de sommeil, de faim, mais aussi d'essence, pour pas tomber en panne au milieu de nulle part, surtout qu'ici on peut pas voler de bagnole. Niveau cosmétique, on peut aussi se raser et acheter différents costumes qu'il faudra quand même penser à envoyer au pressing de temps à autre, sous peine d'être poursuivi par une horde de mouches. Alors ça change strictement rien au gameplay, mais c'est drôle. Vous aurez remarqué que cette partie monde ouvert hérite pas mal de Shenmue, mais il y a aussi d'autres phases de gameplay qui sont plus orientées action. On appellera ça les phases de donjon. Au cours de certaines missions, on se retrouve seul et armé à affronter des fans d'Insane Clown Posses avec un gameplay proche de Resident Evil 4. Bon, d'assez loin quand même. Les énigmes arrivent à être encore plus risibles que celles de son modèle, et surtout, il n'y a aucune tension ni valeur horrifique. Et voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Alors je vous disais en début de vidéo que le jeu avait pas mal divisé à sa sortie, et je pense que vous avez déjà deviné pourquoi. Bon, on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est moche. Très moche même. Ça alias de partout, les textures et les modélisations semblent sortir de l'ère PlayStation 2, et en plus ça rame, et vous aurez le droit à un écran de chargement au moindre changement de pièce. Quand on sait de quoi est capable la Xbox 360, ça fait un peu de la peine de l'avoir traîné la patte comme ça. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu a subi un development hell de plusieurs années. Mis en chantier en 2004 sous le nom de Rainy Woods, il est d'abord annoncé sur PSP, avant d'être annulé, puis rebooté. Les devs ont repris le moteur de base et ont juste bricolé afin d'avoir une sortie en 1080p, mais dans l'ensemble ça reste de la PSP plutôt fond du panier. Bon, c'est pas le premier jeu à qui ça arrive, il s'était passé à peu près la même chose avec Resident Evil 0, d'abord prévu sur 64 puis repris from scratch pour sortir sur GameCube. Et malheureusement les graphismes, c'est pas la seule chose qui a la rue. Le système de jeu lui-même est complètement daté. Bon, par exemple, lorsque vous mettez en joue, viser avec le réticule ne se fait pas avec le stick droit comme dans tous les jeux d'aujourd'hui, mais avec le stick gauche. C'est anti-naturel, mais les devs se sont simplement calés sur la jouabilité de Resident Evil 4, sauf qu'il est sorti 5 ans plus tôt. Si c'était novateur à l'époque, c'est totalement obsolète aujourd'hui. Et inutile de vous préciser qu'on peut pas tirer en marchant, ça coule de source. En plus de ça, les devs ont eu la bonne idée de mettre des caméras fixes à seulement quelques endroits du jeu, sans aucune cohérence particulière. Le problème, c'est que d'un coup, les contrôles changent et ne sont plus relatifs à la caméra, comme dans les vieux survival horror. Et c'est pas fini. Sur l'écran de carte, vous ne pouvez pas dézoomer entièrement afin d'avoir une vue d'ensemble. Le souci, c'est qu'en plus d'être gigantesque, naviguer dessus est très lent et elle tourne en fonction de votre orientation. En gros, ça la rend inutilisable puisqu'on n'arrive jamais à se situer clairement dans Greenvale. Les développeurs sont défendus en disant que le manque d'ergonomie était volontaire afin que le joueur soit obligé de retenir la topographie de la ville. Bon alors je veux bien y croire, mais étant donné que tous les lieux se ressemblent, ça complique vraiment la tâche. Niveau torture, les phases de donjon sont pas mal non plus. En plus d'être inintéressantes, longues et moches, elles paraissent complètement déconnectées du récit. Bon, le scénario raccroche un peu les wagons sur la fin, mais je peux pas m'empêcher de me sentir empapaouté quand on sait que ces phases ont été rajoutées au dernier moment, à la demande de l'éditeur qui avait peur qu'un jeu avec seulement des phases d'enquête fasse fuir les joueurs. Je vous en ai pas encore parlé, mais il y a aussi des phases à la Clock Tower, où vous devez vous cacher dans une pièce à peine plus grande qu'une chambre de bonne pour échapper au Raincoat Killer en retenant votre respiration. On se retrouve alors avec un split screen qui fait ramer la console comme jamais, et ces phases terminent régulièrement par une course-poursuite en QTE qui laisse sans voix. Le meilleur dans tout ça, c'est que 3 ans plus tard, une version Director's Cut du jeu est sortie, qui non seulement ne règle presque aucun souci, mais en plus ajoute des bugs graphiques et de traduction qui n'étaient pas sur la version originale. Ça vous attire pas, hein? Mais je vous assure, en fait, le jeu est bien, et s'il y a un point que j'ai pas encore abordé dans lequel il excelle, c'est vraiment la narration.
Deadly Premonition prend le temps de poser ses personnages. S'ils obéissent à des archétypes, chaque PNJ semble avoir une vie derrière son visage robotique. Et encore je suis méchant, la modélisation des visages reste une des choses les plus réussies, vu qu'aucun PNJ ne se ressemble, et on finit très vite par s'attacher aux habitants de la ville. Chacun possède un rôle propre, et l'histoire révélera des relations inattendues, que ce soit des liaisons amoureuses, ou des tensions enfouies depuis plusieurs années. Si on joue le jeu de l'immersion en les espionnant, ou simplement en les suivant pour voir ce qu'ils font de leur journée, on finit par glaner de vrais indices concernant le dénouement de l'affaire. Finalement, tout ça participe à une véritable impression de vie, bien loin des constructions artificielles d'autres jeux d'aventure à monde ouvert. En fait, que ça soit dans sa construction, son scénario ou les thèmes abordés, Deadly Premonition emprunte beaucoup à la série Twin Peaks. Que ce soit le pitch de départ avec l'assassinat d'une jeune lycéenne, le thème du mal enfoui dans une petite ville en apparence idyllique ou encore certains lieux emblématiques comme la Syrie, le diner ou le Grand Hôtel, Deadly Premonition reprend tous les éléments caractéristiques de la série de David Lynch et Mark Frost. Les personnages eux-mêmes en sont des décalques. L'adjoint du shérif un peu chétif, l'agent du FBI qui parle tout seul et qui voue une admiration au café, ou encore la femme lunaire qui se trimballe partout avec un faitout. Je rentrerai pas dans les détails du scénario afin de pas vous spoiler, mais sachez aussi que pas mal de ficelles scénaristiques et de situations font écho à la série. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été reproché à Access Games pendant le développement du jeu, et ils ont dû faire quelques remaniements afin que ces clins d'œil ne soient pas taxés de plagiat. À l'époque où le jeu s'appelait encore Rainy Woods, l'agent York avait un design moins japonais et ressemblait beaucoup plus à Dale Cooper. De même pour le shérif qui se rapprochait de celui de la série, et il y avait même 2 nains qui ont été remplacés par des enfants au dernier moment, parce que bon, faut pas déconner. Mais peut-on vraiment leur en vouloir quand on voit que la Twin Peaks Exploitation a connu un boom ces dernières années? En témoignent des jeux comme Alan Wake, Life is Strange, ou plus récemment, Thimbleweed Park de Ron Gilbert. Bon, personnellement, j'aime pas trop le commerce de la nostalgie, et quand on a vu la série, on passe souvent les premières heures de jeu à essayer de voir les similitudes entre les deux œuvres. Du coup, cette proximité pourrait être perçue comme un défaut. Mais ça serait oublier le facteur Japon. Le fait que Deadly Premonition soit l'œuvre d'un studio japonais joue un rôle primordial dans son traitement. Twin Peaks mettait en scène un cadre et des personnages totalement ancrés dans la culture américaine, mais Deadly Premonition ne nous livre pas la même expérience que Twin Peaks. Il nous livre plutôt une version fantasmée de l'Amérique de Twin Peaks à travers le prisme de la culture japonaise. S'en dégage une inquiétante étrangeté puisqu'on se retrouve plongé dans un univers que l'on croit connaître, mais qui nous prend à revers à de nombreuses reprises. Et à partir du moment où on a compris ça, l'expérience devient beaucoup plus crédible et agréable. On finira même par s'habituer à ces items bien arcades flottant 50 cm au-dessus du sol et qui auraient plus leur place dans Crazy Taxi. Et j'ai pas parlé des musiques, mais en plus d'être excellentes, elles bénéficient d'un traitement très particulier qui se rapproche encore une fois de la série de David Lynch. Twin Peaks est une déclinaison du soap opéra. Par conséquent, Angelo Badalamenti a composé quelques thèmes très identifiables qui reviennent en boucle en fonction des personnages et de la situation. Deadly Premonition utilise le même système avec des thèmes très tranchés, mais du coup dans une même scène, on peut se retrouver avec un thème musical grave afin d'appuyer le côté dramatique, succédé dans les secondes qui suivent par un thème plus humoristique. Alors c'est assez dur à expliquer, donc un extrait vaut mieux qu'un long discours. We should enjoy lunch. That's the very least we should do. As they say, the early bird catches the worm. Sheriff? George, you probably mean laugh and grow fat. God, I love you. Wait! Don't! Wait! No! Ça peut paraître perturbant en premier lieu, mais une fois qu'on a compris que ces ruptures de ton sont volontaires et permettent de casser les mécanismes émotionnels habituellement utilisés dans le jeu vidéo, et bah ça glisse tout seul. Mais encore une fois, sans vous spoiler, plus le scénario avance et plus le jeu tend à s'émanciper de la série. Au final, Deadly Premonition est sûrement l'un des jeux les plus adultes auxquels j'ai pu jouer. Et quand je dis adulte, je parle pas de violence, mais bien du panel de thématiques abordées et la façon dont sont écrits les personnages. En plus de ça, le jeu brise régulièrement le 4ème mur, notamment lors de longs monologues de York, où on ne sait pas trop s'il s'adresse à Zack ou directement aux joueurs. En fait, il y a une véritable vision d'auteur derrière Deadly Premonition, et dans un sens on peut rapprocher son game director, Sway65, d'un autre grand nom du jeu vidéo, Suda51, le créateur de Killer 7, Lollipop Chainsaw ou encore No More Heroes. Les deux créateurs possèdent une démarche relativement similaire dans le sens où ils essayent de pallier le manque de moyens par des concepts forts et expérimentaux. La forme est parfois la rue, mais on vit toujours une expérience singulière quand on s'essaye à un de leurs jeux. Et voilà, on a plus ou moins fait le tour et j'ai vraiment pas envie de vous gâcher la surprise. Alors si vous vous sentez capable de passer au-dessus de ces défauts, je vous invite vraiment à le faire, ça vaut le coup, surtout qu'on trouve régulièrement sa version PC à moins de 5 € sur les plateformes que vous connaissez. Bref, j'espère que vous vivrez une expérience aussi intense que la mienne sur Deadly Premonition, et je vous dis à la prochaine, ciao. I hate you motherfuckers. I hate you motherfuckers. I hate you motherfuckers.
motherfuckers.